à tous. Suite à la censure de notre chaîne YouTube, nous vous invitons à liker et partager cette vidéo au plus grand nombre et de vous abonner à notre nouvelle chaîne Dailymotion. Étant donné l'actu, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo rapide pour traiter du cas de l'escobarderie Éric Zemmour. Alors que toute l'armada des agents de subversion sionistes islamophobes nous explique qu'il est interdit de critiquer l'islam et les musulmans dans les médias au risque de se faire censurer et exclure à jamais de la bonne société, voici que l'actualité Le Monde Réel nous démontre le contraire. Comme chaque année depuis maintenant une bonne décennie, M. Éric Zemmour publie un livre dans lequel mensonges et propagande sont de mise. Malgré ses nombreuses condamnations judiciaires pour incitation à la haine, il continue de passer à la télé comme si de rien n'était, tranquille. La sortie de son dernier livre est accompagnée d'une promotion médiatique extraordinaire, puisqu'il a fait absolument tous les plateaux télé possibles en quelques jours seulement. Malgré ça, d'aucuns ont le culot d'expliquer qu'Éric Zemmour est censuré. Pourtant, on en connaît des gens qui sont censurés dans les médias hexagonaux, des gens qui ne mettront jamais les pieds sur un plateau télé, comme par exemple le professeur Pierre d'Ortiguier, trop intelligent pour ces journaleux, l'extraordinaire Ginette S. Candrani, l'érudit Rachid Benaïssa, ou tout simplement l'historien Paul-Éric Blanru, qui est, selon le journaliste du Monde Laurent Tello, censuré pour l'éternité. Malgré ces innombrables mensonges, dont celui pathétique des 7 millions de Français d'origine maghrébine de moins de 4 ans, alors qu'il ne peut en exister plus de 3,2 millions Français de toutes origines confondues. Vous le savez, hein, il y a 800 000 naissances par an en France, donc 800 000 x 4, ça fait 3,2 millions. Il ne peut pas y avoir 7 millions de Français de moins de 4 ans d'origine maghrébine. Pourtant Zemmour, il a balancé ce chiffre comme ça, comme si de rien n'était, c'est passé, hein, comme une lettre à la poste. Ou sinon, vous avez le mensonge concernant chaque page du Coran qui contiendrait un appel au meurtre des Juifs et des chrétiens. Hein, on a démontré que c'était totalement faux. Malgré tout ça, il continue de passer à la télé comme si de rien n'était, avec l'approbation du CSA et des patrons de chaîne. Voilà, normal. Cette fois-ci, il vient de récidiver avec son livre Un destin français. Ça commence très fort, puisqu'il y a déjà une polémique importante chez Thierry Ardisson dans Salut les Terriens, ou plutôt les Terriens du dimanche. 16 septembre dernier, puisque le juif d'origine algérienne a insulté violemment une des chroniqueuses de C8, en lui expliquant que son prénom Absatou était une insulte pour la France. Mais personnellement et dans mon être, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter que Éric Zemmour soit parti du plateau en ricanant, en me regardant impunément, comme si rien ne s'était passé, alors qu'il venait de m'insulter comme jamais j'ai été insultée. Jamais. D'ailleurs, il n'y a que les prénoms arabes ou musulmans qui dérangent M. Éric Zemmour. Tout ce qui s'est imposé par la culture américaine via les séries télé l'indiffère complètement. Mais passons. Selon M. Éric Zemmour, le prénom doit provenir du calendrier chrétien, c'est-à-dire les calendriers des saints depuis la loi napoléonienne dite du 11 germinal de l'an 11, l'équivalent dans le calendrier normal du 1er avril 1803. Cette dernière impose que les noms proviennent des différents calendriers ou correspondent à des personnalités illustres historiques. Cette loi n'a jamais parlé de calendrier des saints chrétiens au passage. Hein. Est-il venu à l'esprit de M. Éric Zemmour que la France n'est pas Napoléon? D'ailleurs Napoléon, hein, ça vient c'est italien. Que ce dernier l'a abandonné avec moins de territoire que lorsqu'il avait pris le pouvoir et que la Révolution française a mis hors circuit l'Église en massacrant des milliers de prêtres, en détruisant des églises et en fondant l'or pour le revendre, hein, les reliques chrétiennes. Du coup, lorsque Zemmour nous explique qu'il faut absolument se soumettre et s'assimiler à la France, de quelle France il parle? La France chrétienne, fille aînée de l'Église, ou la France révolutionnaire ennemie jurée de l'Église qui a décapité le roi, représentant de Dieu sur terre? Tout ceci n'est pas très sérieux. Lorsque l'on a pour modèle la Révolution, on ne peut plus parler de christianisme. Ceci n'a absolument aucun sens. D'autant que le prénom Éric n'est pas du tout français, étant donné qu'il a des origines nordiques. D'ailleurs, lorsqu'il va faire son interview sur BFM Télé, le mardi 19 septembre, face à Ruth Elkrief, lui demande-t-il de changer son nom et son prénom et de les franciser? C'est français, Ruth? Elkrief, c'est français? En plus, là, on a des diverses origines. Hein. On a un truc allemand et un patronyme arabe. Et puis, pourquoi que le prénom? Depuis quand Zemmour, c'est français? C'est du berbère qui veut dire olive. Il aurait dû franciser son patronyme, le Zemmour, depuis qu'il a rejoint l'Hexagone. Hein, lui, le pro-assimilationniste, qu'est-ce qu'il attend? Reste à savoir s'il le pense vraiment ou si ce n'est juste qu'une façon de faire le buzz, encore une fois, afin de vendre des livres et toujours se faire inviter en garantissant un bon score d'audimat aux producteurs de télé. Lorsqu'il affirme que Maurice Audin méritait 12 balles et non une lettre et un début d'explication fourni par Emmanuel Macron à sa veuve,
on se dit que c'est pour le buzz. Selon M. Zemmour, le général le plus décoré de l'armée française, Jacques de la Bollardière, qui a condamné la torture et les exécutions sommaires, est un lâche, un traître à la nation. D'autant que, franchement, vu sa carrure et la prestance qu'il inspire, c'est certainement pas Zemmour qui aurait tiré les 12 balles pendant la guerre d'Algérie. Car comme vous le savez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Hein ? Et quelle mesquinerie que de remuer une histoire aussi sanglante pour attiser la haine alors qu'il est question de panser les plaies et d'apaiser les douleurs, 60 ans après la guerre. Mais là où on observe une grande hypocrisie d'Éric Zemmour, avant d'aborder ses mensonges, c'est de constater qu'il est un fervent adepte du « fais ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais ». Je m'explique. Éric Zemmour affirme devant Madame Rutel-Krief qu'il faut absolument s'assimiler à la France en oubliant totalement ses origines, en changeant donc de nom, de religion et de mode de vie. Pourquoi pas? Beaucoup l'ont fait et c'est leur droit. Sauf que Éric Zemmour ne l'a pas fait, lui, qui se dit se faire appeler Mosché à la synagogue. Éric Zemmour possède 2 éviers de vaisselle pour séparer le lait de la viande, comme indiqué dans la Torah. Éric Zemmour possède un Sefer Torah autour du cou, et sa femme, vous savez qu'elle est magistrate et elle a arrêté de travailler pour éduquer ses 3 enfants. Il suffit, toutes ces informations sont dans l'article de Anna Cabana du 2 octobre 2014 pour comprendre la supercherie zémourienne. Il ne mange pas de porc, Zemmour. Il respecte les fêtes religieuses, prie à la synagogue et a réalisé les bar mitzvahs de ses garçons. À part ça, il se dit athée et ne pas croire en Dieu. Lorsqu'il cite l'écrivain André Suarez face à Rutel-Krief, en expliquant qu'il avait écrit que le peuple français avait l'évangile dans le sang, pourquoi il ne se convertit pas au christianisme tout simplement? Comment une telle mascarade peut-elle encore fonctionner? Franchement, c'est époustouflant, c'est sidérant de bêtises, mais ça marche. Pour finir, nous allons traiter de l'ignorance crasse de cet hurluberlu qui se prend pour un historien. Il affirmait à la 10e minute son interview sur BFM, face à Rutel-Krief, qu'après l'islamisation du sud de la Méditerranée, l'Occident et l'Orient étaient totalement et hermétiquement séparés jusqu'aux croisades, c'est-à-dire 1095. Il y avait 2 civilisations. Vous savez que le grand historien Henri Pirenne explique justement le contraire de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il explique qu'il y avait une unité de l'Empire romain, même quand il y avait les 2 empires romains d'Occident et d'Orient, que la mer Méditerranée était le lien, et que c'est la conquête musulmane par les troupes de Mahomet qui a coupé cette Méditerranée en 2 et qui a fait que l'Empire d'Occident est devenu celui de Charlemagne et que l'Empire d'Orient est devenu celui de Mahomet et qu'il n'y a pas eu de contact pendant des siècles, jusqu'aux croisades justement. 4 siècles de blackout selon notre spécialiste. A-t-il entendu parler de l'alliance abbassido-carolingienne, d'ailleurs dont je parle dans notre dernier livre, Ils aiment l'islam? Alliance entre la dynastie abbasside de Bagdad et des rois carolingiens qui a débuté en 751. Alliance conduite par Pépin le Bref, mais également par Charlemagne, dont tout le monde connaît les excellents rapports qu'il a eu avec Haroun al-Rachid en 797, puisqu'ils avaient des ambassades respectives. Il y avait l'ambassade abbasside en France et l'inverse. On connaît tous les cadeaux offerts par le calife abbasside, dont la fameuse horloge automate, ou l'éléphant blanc guerrier, etc., que l'on retrouve dans les peintures et dans les archives historiques. Le commerce était également important puisque l'on retrouve pendant plusieurs siècles circulé en Europe le fameux dinar or ou mancus. Même l'art carolingien a été influencé par l'architecture musulmane et j'en passe. Il y a eu également des échanges avec l'Andalousie musulmane, des échanges féconds et nombreux tout au long des 7 siècles de présence sur la péninsule ibérique. Le célèbre hispaniste anglais John Brand Trend a expliqué dans l'un de ses livres que lorsque les souverains chrétiens de l'époque nécessitaient les services d'un chirurgien, d'un architecte, d'un tailleur, d'un musicien, ils allaient le trouver où à votre avis? À Cordoue. Ce qui prouve que les échanges existaient bel et bien. Il y a tellement eu d'échanges d'étudiants dans les universités andalouses que le célèbre anthropologue britannique Jack Goody explique dans son livre L'Islam en Europe que l'habit des diplômés dans les universités britanniques a été importé justement d'Andalousie, jusqu'à ce jour. C'est le même habit. On peut même aller plus loin et affirmer que même pendant les sanglantes croisades, cela n'a pas empêché les musulmans d'accueillir les Européens venus apprendre l'algèbre et les algorithmes au Maghreb, comme ce fut le cas pour le célèbre mathématicien italien Fibonacci, jeune homme à l'époque accompagnant son père, représentant des commerçants de Pise à Béjaïa, à Bougie. C'est-à-dire qu'il y avait du commerce et des échanges intellectuels universitaires.
Bref, il vous suffit de surfer quelques moments sur le net pour démontrer qu'Éric Zemmour est un mythomane, il est malade, hein. C'est un islamomaniaque dont le seul rêve est d'allumer, attiser les flammes de la guerre civile, en bansaïan qu'il est, c'est-à-dire un agent sioniste, car ce sera dans les intérêts de l'entité sioniste criminelle. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est pour la réconciliation de toutes les droites, afin d'accélérer la destruction de la France, et il faut vraiment que le peuple soit totalement décérébré et abruti pour qu'il se laisse avoir par un énergumène pareil. On peut également prouver la proximité de toutes ces personnes, puisque le producteur de Thierry Ardisson, qui est un certain Stéphane Simon, est associé principal de la nouvelle chaîne de télé La France Libre TV, fondée par André Berkoff et l'avocat Gilles-William Goldnadel, également présent sur le plateau des Terriens du dimanche. C'est ce même André Berkoff qui ira défendre Éric Zemmour chez Cyril Hanouna. Pour tout abonnement à cette nouvelle chaîne télé, La France Libre TV, chaîne de propagande complotiste d'ailleurs, les propriétaires offrent même comme cadeau le dernier livre de Zemmour, La boucle bouclée. C'est tellement grossier. Ces gens sont tellement arrogants qu'ils ne se cachent même plus en faisant leur magouille. Stéphane Simon est le rédacteur en chef de la France Libre TV. Donc ces gens sont en train de nous expliquer qu'en France, les médias sont verrouillés, alors que André Berkoff et Gilles-William Goldnadel passent leur journée à la télé, sur RMC, surtout Gilles-William Goldnadel. On se demande bien à quel moment il travaille ses dossiers d'avocat. D'ailleurs, Thierry Ardisson n'est pas pour rien dans toute cette propagande, puisqu'il n'a jamais raté l'occasion d'inviter Éric Zemmour, même si ça lui a valu en 2010 un avertissement du CSA. Zemmour avait expliqué pour sa défense qu'Ardisson avait monté l'émission à son détriment, ce qui n'avait pas plu d'ailleurs à l'époque à l'animateur. Dans son émission Salut les Terriens du 19 mai dernier face à Yacine Bellatar, Ardisson expliquait, toute honte bue, tranquille, qu'il n'y avait pas d'arabe assez intelligent à son goût pour venir se faire interviewer dans son émission. Écoutez-le. Je reproche souvent à des amis arabes musulmans qui me disent « Oui, on n'invite que des feuges à la télé, il n'y a jamais d'arabes musulmans qui donnent leur avis. » Et je leur réponds « Envoyez-les-moi », sauf qu'il n'y en a pas. Donc on est trop bête pour lui. Par contre, Zemmour est trop futé, du coup il l'invite régulièrement. Nous avons donc décidé de lui envoyer notre dernier livre, Ils aiment l'islam, en service presse, il y a 3 mois sans aucune réponse. N'hésitez pas d'ailleurs à le troller sur les réseaux sociaux avec cette vidéo, lui et toute son équipe. Nous connaissions le résultat, vous inquiétez pas, mais il est toujours intéressant d'en faire l'expérience physique afin de valider la théorie. Voilà, les médias leur appartiennent et ils font ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils font aujourd'hui, actuellement, pour salir et insulter l'islam et les musulmans, c'est voulu. Malgré toutes ces preuves de l'incompétence de cet hurluberlu, d'aucuns continuent de le faire passer pour un grand intellectuel. Il faut dire des choses simples. Éric Zemmour est un type qui bosse nuit et jour sur ses bouquins, qui est un intellectuel pur sucre. Et dont on ne parle pas. Afisatou est une ancienne coiffeuse qui aujourd'hui s'occupe de produits de beauté ou je sais pas quoi. Zemmour est à l'image d'une nation qui a perdu la raison et dont la médiocrité est devenue reine. Au pays des aveugles, le borgné roi. Au pays des lobotomisés et des dégénérés, Zemmour est un grand lettré. On ne peut rien y faire, c'est ainsi. C'est comme une avalanche. Personne ne peut l'arrêter. On peut juste attendre que ça finisse naturellement. Continuons de chevaucher le tigre. Merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons qu'il est essentiel de vous abonner à notre chaîne Dailymotion, de partager ce travail, de le commenter, de le liker. Vous n'êtes pas sans savoir que nous combattons un système puissant qui essaie de nous censurer. Nous avons donc besoin de vous pour poursuivre notre activité. Merci de nous soutenir sur Tipeee et à très bientôt. Merci à vous. J'ai négocié dans un contexte que vous connaissez de production mondiale limitée l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses avec 3 industriels, Sanofi, GSK et Novartis. Ça représente 1 milliard d'euros. C'est un grand succès. Les Français sont bons dans les centres de vaccination. Ils se font vacciner. Vous savez, la bataille de la vaccination n'était pas gagnée il y a seulement 15 jours. Et nous avons décuplé la fréquentation des centres de vaccination. On est passé de 10 000 par jour à 120 000 par jour en quelques jours, avec des difficultés de logistique bien compréhensibles devant cette adhésion de plus en plus importante des Français à la vaccination anti-grippe.
la vaccination, c'est la meilleure politique de prévention. La vaccination, ça ne se discute pas. Est-ce qu'on est obligé de choisir entre Henri Joyeux et Marisol Touraine? Écoutez, elle est bien gentille, c'est une économiste, elle ne connaît rien à la santé. Il est obligatoire, le DTP. On est bien d'accord. Non, il n'est pas obligatoire. Le DTP n'est pas obligatoire. Il est recommandé. Le BCG, Oui. il est recommandé pour la vaccination contre... C'est recommandé. Diphtérie, tétanos, poliomyélite, il n'est pas obligatoire. J'ai vu un bébé mourir d'une rougeole, une encéphalite liée à la rougeole. Et bien, quand vous avez vu ça une fois dans votre vie, tous ces gens qui font de la désinformation, je ne les lâcherai pas. Les gens ne font pas vacciner leurs enfants comme ils devraient, qu'on n'a pas une couverture vaccinale suffisante. Et si vous avez ouvert les journaux cet été, vous avez vu l'épidémie de rougeole qui est dramatique. Voilà. On a des gens qui meurent de rougeole en France parce qu'il y a de la désinformation autour des vaccins. Et ça, c'est dramatique. Donc il faut se faire vacciner. Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode un petit peu particulier qui se fait avec le soutien du ministère des Solidarités et de la Santé ainsi que l'aide de l'Institut Pasteur. Et aujourd'hui, on va parler de vaccins. Il y a un problème avec le vaccin? Non, je l'ai pas encore fait. Et du coup, t'as chopé une maladie, c'est ça? Non, je sais pas quoi faire, c'est ça qui me rend malade. Ah bah oui, ouais. Bon, attends.